Bonjour à tous. On lance ce module de notre journée sur la démocratie en santé à l'épreuve du coronavirus avec Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française des diabétiques et médecins. Aujourd'hui, on va parler de la place des associations de patients dans cette crise du coronavirus, et puis on va aussi parler de la place des associations de patients dans les dispositifs, dans les institutions de la démocratie en santé, également en temps normal. Donc, ces associations d'usagers et de patients ont été au cœur effectivement de la démocratie en santé, qu'il s'agisse, on le verra, des associations plus représentatives comme France Asso Santé par exemple, ou d'associations entre guillemets de terrain comme la Fédération française des diabétiques dont s'occupe Jean-François Thébault. Donc, ces associations, elles ont joué un rôle central dans la crise sanitaire. On le verra, pour à la fois informer les adhérents et faire remonter les préoccupations de terrain auprès des instances de décision. Donc, nous allons voir ce qui s'est mis en place et en quoi ça pourrait réinventer la démocratie en santé ou donner de nouvelles pistes d'action. Donc, première question, Jean-François Thébault. Vous êtes effectivement président de la Fédération française des diabétiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter le paysage associatif et institutionnel de la démocratie en santé aujourd'hui? Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir invité la Fédération française des diabétiques à s'exprimer. C'est un partenariat que nous avons depuis assez peu de temps en fait avec l'Espace éthique, mais qui est très riche et qui nous apporte beaucoup. Bon, je suis pas là en tant que médecin, je suis là en tant que diabétique. La Fédération française des diabétiques, c'est une association d'usagers. Il n'y a que des usagers. C'est le point important. C'est une association qui est très ancienne puisqu'elle a 82 ans maintenant. J'aurais aimé structurer le propos général en trois parties, si vous le voulez bien. La première partie, ça va être qu'est-ce que c'est que la démocratie en santé et quel est le rôle des usagers et des associations. La deuxième partie, ce sera qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise du Covid-19 et comment on a essayé d'aider les personnes qui nous font confiance. Et la troisième partie, c'est notamment au départ, après l'après-crise et après au départ du Ségur de la santé, qu'est-ce qu'on peut espérer, comment on peut modifier, comment cette crise peut modifier les relations entre les différents acteurs. Voilà les trois points qui me paraissaient structurants dans cet entretien. Le premier point, l'historique de la démocratie en santé. Il y a en France, il y a deux mouvements qui sont très différents. Il y a d'une part le mouvement associatif en lui-même, qui est un mouvement extrêmement ancien. La Fédération des diabétiques a été créée. Ah, au passage, je ne suis pas président, je suis vice-président. J'ai succédé à Gérard Raymond, qui lui-même est devenu président de France Asso Santé. Mais il n'était plus président, il l'a été pendant près de 15 ans, mais la charge étant trop lourde, on a segmenté la fonction en deux postes, le président qui s'occupe des affaires internes et le vice-président qui s'occupe des affaires institutionnelles et des relations externes, comme moi en ce moment. Alors, je disais donc, il y a eu deux mouvements qui ont été assez différents dans la construction et dans l'histoire. Il y a le mouvement associatif d'une manière générale, dont le mouvement associatif des patients, qu'on n'appelait pas à l'époque des usagers, qui est très ancien. La fédération a 82 ans. Elle a été créée au moment où l'insuline, qui va avoir 100 ans d'existence non, en tant que traitement l'année prochaine, au moment où l'insuline a été mise dans le commerce. Et donc, avant, tous les diabétiques de type 1 mouraient. À partir du moment où il y a eu l'insuline, on a commencé à pouvoir traiter des enfants et des adolescents et leur éviter de mourir de coma diabétique. Et ça a été le fondement de la création de l'Association française des diabétiques, ça s'appelait comme ça à l'époque. D'autres structures se sont créées à cette époque progressivement et chacune a vécu sa vie d'une manière différente. Beaucoup d'entre elles sont en fait dirigées par des médecins. Un certain nombre d'entre elles ne sont dirigées que par des associatifs, mais ayant des liens, bien entendu, extrêmement étroits avec les représentations professionnelles, en particulier les sociétés savantes, et maintenant les conseils nationaux professionnels.
Donc ça, c'est le mouvement associatif. Il a pris vraiment son développement en France dans les années 85, 80, 90, avec l'époque du sida. Et à cette époque-là, les patients sur cette maladie nouvelle, cette maladie émergente, avec des traitements qu'on ne connaissait pas, on était un peu dans le même esprit que le Covid-19, avec des polémiques sur les traitements qui ont duré plus longtemps que les 2 mois auxquels on a assisté, mais qui étaient tout aussi intenses. Et il y a une revendication extrêmement importante de la part des patients, un pouvoir des patients qui a émergé pour dire on veut avoir droit aux médicaments et on veut pouvoir les tester et participer nous-mêmes au choix de nos médicaments. C'est le mouvement de AIDS et le mouvement du sida, VIH, qui a été très rapidement associé au mouvement de l'hépatite et des patients pour l'hépatite et pour l'hémophilie. Et ça a créé des associations de patients avec une réelle volonté de prise de participation à la décision médicale, des choix thérapeutiques, à ce qu'on appelle, nous, la décision partagée, c'est-à-dire, on en dira un petit mot tout à l'heure par rapport à ce qui se passe à l'étranger, c'est-à-dire l'implication réelle du patient dans les choix des traitements qui vont leur être proposés, fût-ce à titre compassionnel quand il n'y a rien d'autre qui marche. Ce qui aurait pu d'ailleurs être le cas avec la chloroquine au passage, et on aurait pu avoir un usage compassionnel pour ceux qui le désiraient, et je pense que ça s'est fait implicitement. Voilà. Le deuxième mouvement qui a eu et qui a structuré réellement le mouvement associatif, c'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire représentative. En France, on aime bien les grands mots et les grandes messes. Et ce mouvement de la représentation sanitaire représentative est, lui, issu de tous les grands scandales sanitaires qui a eu lieu, le sang contaminé, l'hormone de croissance, la vache folle, et pour le dernier en date, mais il y en aura d'autres, on peut en être sûr, sur le Mediator ou sur le traitement épileptique des femmes enceintes, par exemple, mais il y en a eu bien d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là que s'est structuré un mouvement qui a été initié en 1999 par les États généraux de la santé. C'est Gérard Kouchner, qui était secrétaire d'État, qui l'a lancé, et qui a abouti, avec le même Gérard Kouchner, à la loi de 4 mars 2002, la loi droit des patients, qui ont consacré effectivement un certain nombre de choses de représentation des patients, qui se sont structurés à l'époque dans un collectif interassociatif qui s'appelait le CIS, et qui était essentiellement dirigé par les associations historiques dont je vous ai parlé, notamment le pôle sida, hépatite et hémophilie. Ça aboutit donc à la création d'instances représentatives, financées, à la notion d'association agréée qui doit répondre à un certain nombre de critères pour être reconnue comme telle, pour aboutir en 2016 à la création d'une représentation institutionnelle nationale qui s'appelle l'Union nationale des assurés, enfin des représentants des usagers, l'UNAS, qui fait le pendant à partir de la loi de 2004 de l'organisation de l'ONCAM, la loi portant réforme assurance maladie, qui avait créé l'ONCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNOCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance complémentaire, et l'UNPS, l'Union nationale des professionnels de santé. Et le quatrième pilier est donc maintenant l'UNAS, l'Union nationale des assurés sociaux. Cette union s'est formalisée pour exister dans une association qui s'appelle France Asso Santé et qui regroupe 80, à peu près 80 associations agréées, toutes agréées, dont la Fédération française des diabétiques, et qui est exclusivement financée sur deniers d'État. Voilà comment c'est organisé. Donc la Fédération française des diabétiques a deux actions, l'une directement pour ce qui concerne ces ressortissants, c'est les patients qu'on aide, qui sont les diabétiques, et on ne le délègue à personne. On fait nous-mêmes nos campagnes d'information, de formation, d'accompagnement, on en dira deux mots tout à l'heure, et d'autre part, une représentation politique à travers France Asso Santé. Alors, la différence qu'il y a fondamentale et qu'il faut bien comprendre qu'il y a entre la France et d'autres pays étrangers, c'est qu'en France, on avait un modèle de décision médicale qui était dite paternaliste. Voilà.
Et ça a abouti, à la suite d'un certain nombre de discussions, à la mise en place de ce qu'on appelle une décision médicale partagée. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est en quelque sorte partagée entre le patient et le médecin qui lui prescrit, et le médecin doit écouter les recommandations du patient et son mode de vie pour lui adapter le traitement qui est le plus approprié à lui-même. Mais ça ne dégage pas de sa responsabilité, le médecin, en cas d'incident, d'accident lié aux soins, des EIAS, des événements indésirables associés aux soins, le médecin garde sa responsabilité. Contrairement à ce qui se passe dans des pays comme par exemple les États-Unis, qui est un pays plutôt libertarien, dans lequel on est dans une décision informée. C'est-à-dire que le médecin doit vous informer de tout ce que vous risquez et il vous fait signer une forme de contrat en bas de page, vous acceptez ce qui le dégage de la responsabilité. Ce qui en fait n'est pas tout à fait vrai parce que les procès sont extrêmement nombreux et les primes d'assurance aux États-Unis sont colossales. Mais c'est une très grosse différence qui est importante parce que du coup, ça veut dire que dans toutes les décisions des stratégies thérapeutiques, l'avis des patients doit être pris en compte, que ce soit au moment de l'évaluation du médicament ou du dispositif, ou que ce soit au moment de la décision thérapeutique. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des missions. Alors, de la démocratie en santé, j'ai été très rapide, bien sûr. Je vais vous parler maintenant, si vous voulez bien, un petit peu plus de celle de la Fédération française des diabétiques. La Fédération française des diabétiques, ben, la raison d'être de la Fédération française des diabétiques, c'est de créer du lien de manière à ce que chaque patient diabétique se sente soutenu, je lis, hein, se sentent soutenus et deviennent autonomes selon des valeurs inscrites dans le manifeste de la Fédération qui sont l'humanisme, le militantisme, la proximité, l'innovation, l'indépendance et la qualité. Tout ça, pour nous, ce ne sont pas des mots creux, c'est des mots qui ont vraiment du sens et qui reposent sur les 4 piliers de fondement de ce qu'on appelle l'éthique médicale, on appelle la définition de Beauchamp et Chandler, qui sont la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie, et pour nous c'est un maître mot l'autonomie, et la justice sociale, c'est-à-dire que tous les traitements doivent pouvoir être donnés à tout le monde de manière équitable, quel que soit le niveau d'instruction de la personne. Et c'est un point extrêmement important, notamment avec la précarité. Alors pour nous, l'autonomie, chez les diabétiques, ça a une signification extrêmement particulière. C'est parce que ce sont des traitements qui doivent être, notamment quand on est sous insuline, adaptés pratiquement heure par heure pour certains d'entre eux, au jour le jour, heure par heure, avec des contrôles de la glycémie en permanence. Moi, j'en ai un, même si j'en ai pas besoin, au sens de ma pathologie, j'en ai un, ça me permet d'avoir une éducation thérapeutique, c'est-à-dire que je peux contrôler en direct ma glycémie en permanence et donc adapter mon comportement, par exemple l'activité physique, ou me rendre compte de ce que je mange, ce que ça a comme effet sur ma glycémie. C'est extrêmement, extrêmement important et intéressant. Et c'est ça, devenir autonome. On gère sa maladie tout seul. Et on verra les implications que ça peut avoir au niveau, par exemple, du droit de la santé, des métiers interdits et toutes ces choses-là, si on peut aborder ce sujet par la suite. Bon, j'espère avoir été pas trop long et assez complet néanmoins sur le rôle et les missions. Alors, s'il y a un point très important que je voudrais souligner, c'est que la Fédération française des diabétiques est très fière d'être à l'origine de la création de ce qu'on appelle maintenant les patients experts, qui sont pour nous non pas des patients experts, mais des bénévoles actifs qui permettent d'aider les patients dans leur pathologie. La différence pour nous est assez importante parce qu'un patient expert ne veut pas être expert de toutes les pathologies. Un patient doit être expert de sa maladie et pour aider les autres personnes de la même maladie. Donc c'est pour ça qu'on préfère avoir des bénévoles actifs militants qui accompagnent les autres patients diabétiques plutôt que de parler de patients experts qui pourraient être dans des établissements, des institutions pour donner des avis sur tout. C'est pas notre point de vue. Notre point de vue, c'est qu'on a chacun notre connaissance, notre spécificité, et que même si on peut être éthiquement ou politiquement avoir des avis généraux, quand on est dans la maladie, on est expert de sa maladie. Voilà. Voilà, je pense avoir essayé d'être le plus complet possible en n'étant pas trop long. Merci beaucoup. Apparemment, à présent, est-ce que vous pouvez
nous dire un petit peu comment se sont mobilisés ces acteurs de la démocratie en santé durant la crise sanitaire du coronavirus? Alors, ça a été une affaire brutale. Brutale, même si on a senti venir la spécificité du diabète. Euh, C'est-à-dire dès que bon, on a vécu comme tout le monde l'annonce de la maladie, avec les retards, toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir. Mais ce qui a été plus particulier pour les diabétiques, et sans doute d'autres pathologies aussi, mais nous on s'occupe des diabétiques, c'est que d'emblée les remontées qu'on a eues du terrain, c'est-à-dire des premières études chinoises, hein, des études d'épidémiologie, je ne parle pas d'études de traitement, des études d'épidémiologie, montrait que parmi les personnes décédées, en fait, les premiers chiffres n'étaient pas très inquiétants, hein. On était à 1, 2, 3%, même pas moins de 3% de mortalité globale, ce qui est énorme, mais quand même beaucoup moins que le SRAS, le premier SRAS, où la mortalité était supérieure à 50%. Mais néanmoins, ce qui paraissait le plus affolant, c'est que parmi les décédés, il y avait en Chine 30% de personnes diabétiques. Donc d'emblée, avant même qu'il y ait les recommandations du Haut Conseil de santé publique, on s'est mobilisé, on s'est dit là, il y a un problème, il faut l'identifier et puis surtout, il faut à la fois la double mission qu'on avait, c'était de prévenir les patients diabétiques du risque, du sur-risque qu'ils avaient, en ne sachant pas à ce moment-là si c'était diabétique de type 1, type 2, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes. On avait cette ignorance et en même temps rassurer pour pas affoler tout le monde. Donc on a dû avoir, comme on le fait souvent d'ailleurs, d'abord une information scientifique fondée. C'est-à-dire qu'il nous a fallu recueillir des informations pour savoir exactement qui paraissait le plus à risque. Parce qu'il y avait au sein de la communauté des diabétiques un dilemme entre deux catégories de patients, des diabétiques de type 1 jeunes et des enfants qui intuitivement pensaient qu'ils n'avaient pas de danger, et des diabétiques de type 2 plus âgés, dont on savait que eux, ça faisait partie des personnes à risque. Donc il a fallu gérer déjà cette difficulté pour ne pas avoir de messages à la fois alarmants et puis de messages non plus trop rassurants qui auraient risqué de mettre en danger la vie des patients. Donc ça a été notre premier gros travail, et le premier post qu'on a fait sur le site, ça a été Covid et diabète, déjà avec les données qu'on avait pu recueillir, et grâce à un partenariat extrêmement intense qu'on a eu, étroit, avec la Société francophone du diabète, que je tiens à remercier, Charles Tibollet, qui en est le président actuel, et l'association et l'aide aux jeunes diabétiques, qui est une association de médecins, celle-ci, pédiatres, et qui s'occupe plutôt des enfants diabétiques, qui sont tous de type 1 et sous insuline, et qui nous ont guidés. Très vite, on s'est aperçu effectivement que l'âge était le facteur de risque le plus important, le sexe et le poids. C'était en gros les trois. Les trois, donc un patient comme moi, plus de 70 ans, diabétique de type 2, hypertendu, en surcharge pondérale, j'étais dans la catégorie prototype de type à risque, alors qu'un jeune diabétique actif de type 1, mince, ne l'était a priori pas. Donc on a essayé de gérer déjà cette individualité au sein de la même population. On s'est organisé et grâce à la directrice générale de l'association, qui a été extrêmement efficace, pour d'emblée, avant même l'annonce du confinement, elle s'est organisée pour qu'on puisse tous se mettre en télétravail les uns et les autres et créer ce qu'on a appelé un groupe Covid qui rassemblait quotidiennement une dizaine de personnes, chacune dans ses missions, puisqu'on a les missions d'information, les missions d'écoute, hein, d'écoute téléphonique, de conseil juridique, d'évaluation, on a de communication, on a des réseaux sociaux. Enfin, il y a 17 salariés permanents qui travaillent au siège. Les autres sont tous comme moi des bénévoles, hein. On est les membres du conseil d'administration, on est tous bénévoles. Et donc, on s'est tous organisés en télétravail pour pouvoir mettre au point des bulletins d'information bi-quotidiens sur tous les sujets qui sortaient. Les premiers, c'était les masques, bien sûr. Donc, on a dû faire un travail de lobbying extrêmement important pour qu'il y ait des masques. D'abord, des masques pour les professionnels.
Il y a certaines professions, comme par exemple les podologues, qui n'étaient pas parmi la liste des professions qui étaient dotées de masques au départ. Alors, c'est sûr que podologue, ça ne va pas vous parler, mais les soins podologiques sont des soins extrêmement importants chez les diabétiques qui ont des problèmes de plaies au pied qui ne sentent pas parce qu'il y a une polynévrite. Et ça représente 9000 amputations par an. Donc, dès que des plaies apparaissent au pied, les soins podologiques sont des soins majeurs. Il se trouve, par exemple, pour prendre cet exemple, mais il y en a eu beaucoup d'autres, eh ben, du jour au lendemain, tous les cabinets de podologues ont fermé, sur injonction d'ailleurs du Conseil national de l'ordre des podologues, des pédicures podologues. Et les patients se sont trouvés, tous ceux qui étaient traités avec des plaies, des plaies qui. Regardez sur Internet, vous verrez la tête que ça peut avoir, une plaie du pied chez un diabétique. Ça peut être affreux, hein, et aboutir à une amputation. Et tous ces patients-là se sont retrouvés sans soins. Parce que les podologues n'avaient pas de masque et pas de gants. Voilà, donc il a fallu qu'on agisse. On a agi avec le Conseil national de l'ordre, qui a mis au point une liste de soins d'urgence podologiques, qui étaient pratiquement tous hospitaliers, un par département. C'était pas simple. Et puis on s'est battu auprès de la DGS, qui nous a écoutés très vite, pour que les podologues puissent avoir des masques comme tous les autres professionnels, de manière à pouvoir recevoir et reprendre des activités. Voilà une action concrète qu'on a faite. Par exemple, on a été en contact en permanence avec l'assurance maladie. Autre exemple, quand il a fallu déterminer la liste des patients qui pourraient avoir droit de se mettre automatiquement en arrêt de travail, saluons au passage l'agilité de l'assurance maladie, hein, qui a pu modifier ses systèmes d'information en 48 heures, alors qu'on pense que la dame de Montreuil est incapable de bouger. Ben alors on a vu que quand c'était urgent, elle pouvait le faire. En 48 heures, ils ont installé un système de mise en arrêt de travail automatique par les patients eux-mêmes, qui se considéraient soit à risque ou qui étaient aussi pour les gardes d'enfants. Personne ne pouvait garder leurs enfants, il fallait qu'ils restent à domicile. Et il y a eu des millions de personnes qui se sont inscrites. Et il a fallu déterminer la liste des ayants droit. Le Haut Conseil de santé publique était malheureusement très restrictif parce qu'il avait fait une liste avec la notion de diabétique type 1 avec complications, etc. Alors que nous, on voulait que tous les diabétiques en ALD, purement et simplement, puissent l'obtenir après une discussion directe avec le directeur général de l'assurance maladie, Nicolas Rebel. Il a accepté. Voilà encore une action, par exemple, concrète qu'on a pu mener off et qui a permis d'améliorer les choses. Après, on a aussi pu obtenir la notion du certificat de confinement, c'est-à-dire que pour ceux qui, parce qu'il y en a pas mal quand même, il y a 2,5 millions de diabétiques qui sont en ALD, mais en fait, il y en a 1 million qui ne sont pas en ALD, puisqu'on sait qu'il y a 3,7 millions de personnes diabétiques en France qui prennent un traitement, mais qu'il n'y en a que 2,5 millions ou 6 qui sont en ALD. Donc, ça laisse quand même 1 million de personnes qui sont diabétiques et qui, pour tout un tas de raisons, ne sont pas en ALD. C'était d'ailleurs mon cas avant, je n'étais pas mis en ALD, mais ces patients-là étaient tout aussi à risque que les autres. Donc, il a fallu trouver une procédure pour eux qui s'appelle le certificat de confinement. Ils ne sont pas en ALD, mais leur état de santé nécessite. Voilà le type d'action concrète qu'on a pu faire indépendamment de toute l'information. On a également mis en ligne, à l'état habituel, on a 3 lignes de téléphone en permanence pour répondre. Il y a une ligne qui est l'accueil général où on renseigne, il y a une ligne qui est sur le juridique pur et une ligne qui est sur le social, et notamment le social au travail, qui sont des personnes qui répondent. Et enfin, c'est la même juridique et sociale. Et la troisième ligne, c'est sur Internet, sur Facebook, une personne qui répond à tous les mails qu'on reçoit. Et là, des mails, il y avait des centaines par jour auxquels il fallait tout répondre et à chaque fois donner une réponse, soit téléphonique, où chacun d'entre nous appelait pour essayer de convaincre les personnes, notamment sur des sujets polémiques comme la chloroquine, où on s'est fait insulter parce qu'on ne défendait pas ce protocole. On ne le critiquait pas non plus, mais on ne savait pas. Donc on est resté neutre en soulignant les dangers du traitement. Et on a rajouté 2 lignes d'écoute spécifiques, une qui était gérée par les bénévoles actifs, les patients experts, qui pouvaient répondre pour les patients qui avaient des soucis particuliers d'approvisionnement de médicaments. Oui, ça c'est aussi un sujet qu'on a traité. Et puis une ligne psychologique avec une structure qui s'appelle PsyFrance, qui est une structure d'écoute psychologique professionnelle pour les entreprises, avec laquelle on a pris un contrat pour pouvoir aider les patients qui étaient en souffrance.
et parmi lesquels il y avait beaucoup de soignants diabétiques qui eux-mêmes se trouvaient dans une situation parce que c'était les seuls exclus de la possibilité d'arrêt de travail automatique. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions. Voilà un certain nombre d'actions qu'on a fait. Il y en a beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, les Spacétiques nous a demandé de retracer notre expérience. Et ça fait partie d'une des contributions du livre qui va être incessamment publié. Merci. Oui, effectivement, on travaille beaucoup avec vous pour, euh, pour bien comprendre cette expérience de ce qui s'est passé pendant le coronavirus et puis même votre rôle en temps plus ordinaire. Moi, j'aurais deux questions à vous poser suite à ce que vous venez de dire. C'est tout d'abord, quel a été votre rapport avec les scientifiques? Parce qu'effectivement, il y a eu un énorme enjeu en termes de communication sur les gestes barrières, sur quoi on communique, quels sont les gestes qui auront le plus de signification pour retarder cette épidémie ou la stopper, quels sont les traitements qu'il faut prendre, quelles sont les recommandations. C'est vrai qu'il y a eu une grande période de flou, d'informations contradictoires en provenance de différentes instances. Donc, dans ce cas-là, comment on fait pour trier ces informations et diffuser les informations les plus pertinentes? Est-ce que vous étiez en rapport avec des scientifiques? Et ma deuxième question, c'est justement comment on gère, comment on s'occupe des personnes diabétiques, en l'occurrence, concernant votre fédération, à distance. Est-ce que vous avez pensé cette communication par différents biais, par différents moyens, le site internet, la page Facebook, les écoutes téléphoniques, comme une forme de soin? Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez mis en place des protocoles qui relevait de la prise en charge d'une grande inquiétude, d'une grande anxiété, d'éventuels troubles psychiques qui peuvent intervenir dans ce type de crise? Alors, sur la première partie de la question, on a eu un raisonnement extrêmement basique, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'on est dans une maladie qui n'est pas mystérieuse, c'est une maladie contagieuse, un virus. On a très rapidement su que les modes de contact, de contagion, c'était les contacts physiques et les contacts aéroportés par les gouttelettes ou la présence. Donc ça, c'était des choses claires. Donc pour nous, d'emblée, le confinement et les gestes barrières, c'était les mots-clés. Et donc, on a énormément communiqué là-dessus auprès des associations, auprès des usagers, sur les gestes barrières, sur le confinement, la nécessité du confinement, la raison pour laquelle il fallait le faire, sur le télétravail pour les gens qui sont en âge de, de, de travailler et pour les enfants, ne pas aller à l'école tant que ça a été autorisé, de se mettre également à distance. Non pas que les enfants soient particulièrement exposés, mais on pensait, ce qui finalement ne semble pas être exact, que c'était des sujets de portage du virus qui pouvaient apporter dans les familles le virus de manière indirecte. En fait, il ne semble pas que ce soit si vrai que ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, mais on n'en a pas beaucoup parlé, c'est que la Fédération française des diabétiques repose sur plus de 80, 81, je crois maintenant, associations départementales, locales, avec un réseau de plusieurs milliers de bénévoles. Et donc, c'est une courroie de transmission extrêmement importante. Chacune a son site internet, chacune a ses moyens de relais, chacune a ses moyens d'expression. Donc, notre rôle au niveau du siège, dirons-nous, était de leur transmettre quotidiennement et multiquotidiennement des informations qu'ils pouvaient relayer eux-mêmes en local, dans leur territoire, c'est le département à peu près, leur territoire c'est le département, 80, vous voyez, ça fait à peu près un par département, il y a plusieurs départements qui sont regroupés, mais en gros c'est ça, relayés dans un département. Donc on a mis en place des outils de communication. Alors bien sûr, il y a le site internet, on a doublé, voire triplé parfois nos nombres de visites pendant cette période. Bon, on n'a pas des chiffres extraordinaires, mais on est quand même à 1 million ou 2 millions de visiteurs par mois, ce qui pour nous est beaucoup, hein, est beaucoup, d'une part. D'autre part,
on a mis en place, on avait déjà des comptes Twitter, mais ça marche pas très bien sur notre population. C'est surtout les très jeunes et les diabétiques de type 1, ça représente que 6% de la population des diabétiques, hein. Et les diabétiques de type 1, il y en a que la moitié qui sont jeunes, parce que les autres, ils ont vieilli maintenant. Donc en fait, Twitter et Instagram, c'est pas franchement un mode de communication sur notre population. En revanche, Facebook, ça marche bien. Et donc, on a mis par exemple en place des séances de Facebook avec questions-réponses. Ça, c'est un exemple. Vis-à-vis du grand public en général, et en particulier des diabétiques, on a édité 2 fois par semaine ce qu'on appelle une lettre Covid, dans lequel on retraçait toutes les informations à la fois scientifiques, pratiques et juridiques, sociales, une lettre Internet, hein, à tous nos abonnés. On a 80 000 abonnés, je crois, au journal Équilibre et un réseau à peu près d'autant d'adresses mail qu'on peut mobiliser. Mais surtout, on le transmettait à nos associations locales qui pouvaient elles-mêmes le retransmettre. Ça, on n'a pas le chiffre parce que c'est elles qui ont chacune leur réseau. Il faudra qu'on collige tout ça à un moment pour voir combien ça a été envoyé. Et enfin, pour bien informer les associations qui sont vraiment la co-retransmission territoriale, on a mis en place une lettre réseau qui normalement est une fois par mois pour donner les informations de la fédération, qui a été une fois par semaine, dans lequel on leur donnait toutes les informations sur à la fois juridiques, scientifiques et les actions que nous menions au niveau du siège auprès de tous les régulateurs et de toutes les autorités. Voilà comment on a fait. Alors pour la communication et la relation scientifique, eh ben, on fait comme tout le monde, hein. On faisait des revues de presse, on lisait la bibliographie, on était en relation directe avec les sociétés savantes concernées. Bon, les diabétiques, ils meurent 2 fois sur 3, ils meurent du cœur. Donc tout ce qui concernait les pathologies cardiovasculaires, on était en relation avec la Société française de cardiologie et le syndicat des cardiologues pour avoir une communication, parce que bien évidemment, vous l'avez vu, hein, on a annoncé 2 fois plus de morts subites à domicile, les statistiques sortent, ça on le savait, on savait que les infarctus, c'était trompeur, parce que les signes d'alerte du Covid, c'était douleur thoracique, dyspnée, essoufflement, malaise et fièvre. Bon, et douleur thoracique, dyspnée, essoufflement, malaise, c'est aussi un infarctus, sans fièvre. C'est la seule différence. Donc, on a essayé de bien informer sur ces choses-là et sur ces points-là. Et puis, on a suivi les polémiques sur la chloroquine ou pas. Nous, notre objectif, c'est d'abord, le premier principe de l'éthique médicale d'Hippocrate, c'est d'abord ne pas nuire. Et pour la chloroquine, très, très clairement, en plus je suis cardiologue, donc je connais bien les effets de la chloroquine. La chloroquine peut avoir, d'ailleurs, c'est dans suicide mode d'emploi, c'est l'une des drogues préférées utilisées en Afrique, c'est recensé pour se suicider. Donc, c'est pas anodin. Donc, on connaît bien les effets de la chloroquine. Les macrolides associés, l'azithromycine, a également des effets cardiaques. Donc, les deux ensemble, on savait que ce n'était pas forcément terrible. En plus, très vite, il est apparu que le Covid donnait des troubles cardiaques, des myocardites et des troubles du rythme aussi. Donc, ça avait une troisième cause où il y avait un risque avec la chloroquine. Et enfin, les diabétiques, et en particulier les diabétiques qui avaient le Covid, risquaient de faire des hypokaliémies, c'est une baisse de chute de potassium dans le sang, ça a été constaté scientifiquement dans toutes les études. Donc, c'était un quatrième facteur de risque qui nous paraissait dangereux. Donc, on n'avait pas beaucoup d'état d'âme pour nous, il y avait plus de risques à en prendre tant qu'on n'avait pas la preuve de l'efficacité qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. Voilà. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'état d'âme sur ce sujet-là, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup d'acteurs de la démocratie en santé qui ont déploré un manque de concertation euh, dans la gestion de la crise. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté à la Fédération française des diabétiques? Et en termes de leçons qu'on pourra tirer de la gestion de cette crise, euh, quelles sont les pistes que vous pourriez suggérer pour faire évoluer ce système de la démocratie en santé en temps normal et peut-être aussi en temps de crise? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette crise? Alors, vous avez parfaitement raison dans votre question.
Dès le départ, je vous disais, il y a le mouvement associatif, il y a deux versants complètement différents. Il y a la démocratie sanitaire représentative et puis il y a les associations qui travaillent sur le terrain. Les associations qui travaillent sur le terrain, comme la nôtre, vous le voyez, on a été écoutés, on n'a pas eu l'impression d'avoir été ignorés pendant cette crise. Nous avions des relations pas quotidienne, mais presque, avec les plus hauts services de l'assurance maladie, de la DGOS, du cabinet du ministre, du ministère du Travail. Donc, on n'a pas eu l'impression d'être oublié, négligé. Ça, c'est, faut le dire, on a pu agir et obtenir un certain nombre de choses significatives. En revanche, au niveau de la démocratie sanitaire représentative, c'est vrai que là, il y a eu une carence très importante. La conférence nationale de santé et autonomie n'a pas été consultée. Dans les comités d'experts qui ont été mis, il n'y avait pas d'usagers. Dans les établissements hospitaliers, la représentation des usagers, on ne leur a pas demandé leur avis sur la gestion de la crise, etc. Ils ont été complètement mis de côté. Idem au niveau des ARS, on n'a absolument pas consulté les CRSA, les comités régionaux de santé et autonomie, les conférences régionales de santé et autonomie, on les a absolument pas consultés. Et in fine, on a mis 2 représentants d'usagers au sein du comité de suivi de l'application Covid de l'assurance maladie. C'était vraiment le minimum qu'on peut faire. Donc, c'est vrai qu'au niveau des instances représentatives et de la démocratie sanitaire représentative, il y a eu un hiatus énorme de la part des pouvoirs politiques et des régulateurs. Même, même les autorités enfin, comme scientifiques comme l'HAS ne nous ont pas sollicités ou très très tardivement. Alors que ce n'était pas le cas à la NSM, on a fait partie dès le début des groupes de travail, ne serait-ce que pour gérer les pénuries annoncées de médicaments et pour essayer d'anticiper. Et là, on a eu aussi beaucoup de relations avec les industriels qui nous remontaient des difficultés, nous leur remontions des difficultés pour les approvisionnements en insuline, en dispositifs, etc. En fait, il n'y a pas eu de rupture, sauf dans certaines régions par surstockage. Et on voit très bien dans les courbes d'assurance maladie qui ont été publiées sur les demandes de médicaments, sur les prescriptions de médicaments, et enfin les délivrances de médicaments, qu'on a eu un pic de délivrance juste au début de la crise et qu'après ça a chuté. Les gens ont fait des stocks. Donc c'est vrai, au niveau de l'action des associations, une association comme la Fédération française des diabétiques a été parfaitement entendue et très efficace. On ne va pas se faire de satisfecit, mais on a été peut-être le plus efficace possible. On aurait pu faire beaucoup d'autres choses, comme toujours, bien sûr, mais on a essayé de travailler. On n'a pas eu l'impression d'être ignoré. Mais en revanche, au niveau de la représentation nationale et même régionale, alors n'en parlons pas au niveau local, ça a été complètement ignoré. Et là, c'est un travail qu'il y a à faire, notamment à travers le Ségur de la santé, pour essayer de remédier à ça. Parce qu'au niveau territorial, ce sont les associations qui font du lien entre les professionnels de santé, entre les collectivités territoriales, entre tous les acteurs et entre les patients et les usagers. Elles ont un rôle, ces associations locales, ces représentations d'usagers, absolument fondamental. Et ça, va falloir que le Ségur de la santé réponde à cette question. En termes de pistes, bien sûr, là maintenant, on évoque des choses peut-être un peu prospectives, mais comment mieux intégrer ces associations locales dans les politiques de santé? Par exemple, avec Noémie Nolot, dans le cadre de cette réflexion autour de la démocratie en santé, on évoquait l'idée qui avait été proposée par un participant du groupe de travail sur les situations de handicap de notre observatoire, de créer euh, des conseils du handicap, des conseils liés à la fragilité ou aux vulnérabilités au sein des conseils municipaux. Des initiatives de ce type-là vous sembleraient pertinentes ou bien euh, est-ce qu'il faudrait que ça soit intégré aux ARS davantage ou au sein des établissements? Comment faire finalement pour remédier à cette absence des usagers, des patients ou des personnes concernées pendant la crise et même en temps ordinaire? Alors, je crois sincèrement que c'est une question extrêmement importante
et qui a été abordé pour le moment, y compris dans la démocratie sanitaire de France Asso Santé, de manière pyramidale et descendante, c'est-à-dire avec un niveau national qu'on essaye de décliner après au niveau des régions. Et ça ruisselle pas jusqu'en bas, si j'ose me permettre cette expression du président de la République. Ça ruisselle pas jusqu'en bas parce qu'il y a des blocages. Quand il y a eu la réforme de 2016 sur l'organisation de la territorialité, réforme importante à laquelle j'avais personnellement participé, il a été décidé à ce moment-là qu'au niveau des ARS, qui devait être le maître d'œuvre en région de l'ensemble, il y ait 3 filières de discussion, de négociation, en gros, on va appeler ça comme ça, au niveau des ARS. Je dirais 4 avec le médico-social, puisque vous m'avez parlé du handicap, mais là, ma compétence s'arrête à ce niveau-là, parce que notre association, notre fédération ne gère pas le handicap. C'est un autre champ qui n'est pas dans notre compétence. La première filière, c'était la filière hospitalière avec la réforme des GHT. Et donc, il faut que les hôpitaux se recentrent sur leurs activités. Et nous, dans notre optique associatif, l'hôpital, ce n'est pas la boîte à outils à tout faire. L'essentiel de la vie d'un patient, ça se passe chez lui. Ça ne se passe pas à l'hôpital. Le séjour à l'hôpital doit être un séjour exceptionnel dans des situations aiguës et quand on ne peut pas faire autrement. Donc, tout axé sur l'hôpital, pour nous, est une erreur fondamentale. Et dans la réforme du Ségur de la santé, autant on comprend la nécessité de revaloriser les salaires des soignants qui sont souvent indécents, hein, et surtout les petits salaires, autant on comprend la nécessité de revaloriser leur travail, leur qualité, leur investissement. Ils ont besoin de reconnaissance. Tout ça, on le comprend très, très bien. Autant on comprend aussi qu'il faut modifier la gouvernance des établissements hospitaliers, parce qu'on a vu que finalement, sans directeur d'hôpitaux, ça s'est plutôt mieux passé qu'avec. Hein. Les médecins et les personnels ont pu gérer comme ils voulaient. Et à chaque fois que je posais la question à quelqu'un, des chefs de service que je connaissais, je dis mais comment vous faites pour être aussi souple? Il m'a dit ben, c'est pas compliqué, on fait. Et il n'y a personne qui nous empêche. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Tout ça, on comprend. Mais en revanche, là, on ne comprend pas, c'est la volonté qu'a la FHF, par exemple, de vouloir s'étendre dans les territoires, de vouloir s'étendre dans le parcours de soins et même faire de la santé populationnelle. Ce n'est pas le boulot des hôpitaux. Les hôpitaux, ça doit être des centres de services pointus, aigus, et le reste, ça doit être fait en ambulatoire au plus proche du domicile des patients. Donc, c'est ça, une articulation à faire. Donc, ça, c'est la filière GHT. À côté de ça, il y a la filière des professionnels qui ont été construites autour de la reconnaissance des communautés les communautés professionnelles territoriales de santé. Même moi, j'ai du mal à le dire, oui. Les communautés professionnelles de santé, c'est-à-dire que sur un territoire, les professionnels, et pas forcément les médecins, hein, c'est d'ailleurs hors grande ville, la plupart du temps, c'est des paramédicaux ou des pharmaciens qui les mettent en place, s'organisent sur un territoire. Et le territoire, il est autodécrété. C'est-à-dire que c'est un territoire fonctionnel parce qu'il y a les circulations qui vont, parce qu'il y a un petit hôpital à côté, parce que, etc. Donc, c'est des territoires qui sont centrés sur des bassins de vie avec des zones d'attractivité. Il y a eu des travaux qui ont été de géographes qui ont été faits qui sont parfaits. Ça, c'est la deuxième ligne de dialogue pour l'ARS. Et la troisième ligne de dialogue, c'est la démocratie sanitaire avec la CRSA. Puis alors après, en dessous, ça se décline ou pas entre contrats locaux de santé, entre conférences régionales de territoire qui sont donc départementales, et puis on avait même parlé de projets de santé des territoriaux qui ont été dans une loi et qui n'ont jamais abouti. Ben, c'est cette partie-là qu'il faut développer. Je ne veux pas dire que, et ça c'est pas notre point de vue, on ne va pas mettre dans les CPTS des représentants des usagers, parce que ça n'a pas de sens. Il faut d'abord, c'est en cours de création, il faut que les professionnels s'organisent pour coordonner leurs travaux entre eux, pour coordonner leurs actions, pour coordonner avec les spécialistes, coordonner avec les établissements hospitaliers. Mais en revanche, dans leur projet de santé, dans leur projet qui est le cœur d'une CPTS, d'une organisation territoriale, avec les équipes de soins primaires, les équipes de soins spécialisés, il faut qu'ils tiennent en compte les besoins exprimés par les usagers.
Et ces besoins exprimés, on va les retrouver au niveau des contrats locaux de santé, on va les trouver au niveau des conférences régionales de territoire, avec comme articulation avec les collectivités territoriales qui sont effectivement les communes ou les communautés de communes parfaitement à même de gérer ça. Et c'est ces recommandations là, de ces recommandations-là, que doit, au niveau du territoire, prendre en compte les communautés professionnelles territoriales de santé quand elles vont faire leur projet médical, elles font leur projet de santé en disant, ben voilà, il ne faut pas que ce soit la lubie du professionnel parce qu'il s'intéresse aux soins palliatifs, parce qu'il s'intéresse à l'autisme, parce qu'il s'intéresse à des choses qui sont par ailleurs tout à fait justifiées et passionnantes, mais il faut que ce soit vraiment une prise en compte des besoins du territoire et chaque territoire a sa spécificité. Et le seul qui connaît ça au niveau de l'ARS, c'est le délégué territorial, qui est généralement un délégué, souvent un médecin d'ailleurs, un délégué départemental. C'est au niveau du département. Et ça, c'est un bon échelon. Et c'est à ce niveau-là, à notre avis, qu'il faut inculquer de la démocratie sanitaire dans les projets médicaux. On ne va pas aller mettre des représentants des usagers dans les CPTS. Ça ne va servir à rien. Il faut que les gens s'organisent. C'est pas simple. En revanche, à l'hôpital, c'est une autre affaire. Les représentations des usagers, elles doivent être beaucoup plus présentes, beaucoup plus utiles. On a vu ce qui s'est passé à l'hôpital. Et puis, ils doivent être écoutés. Et de même, au niveau de l'ARS, la CRSA, ça doit devenir un véritable parlement régional qui va permettre à l'ARS d'avoir un pendant de démocratie sanitaire pour contribuer beaucoup plus qu'aujourd'hui à son projet régional de santé, qui est en fait un bazar très administratif qui est décliné à partir de recommandations qui viennent de la DGOS. Donc ça, c'est ça. Pour nous, c'est ça la chose à faire, c'est-à-dire qu'à chacun des niveaux, inculquer au bon niveau la représentation des usagers et de manière à ce qu'on prenne en compte les besoins exprimés. Et Dieu sait si on a des bons épidémiologistes et de santé publique en France, et, et partir des besoins exprimés et non plus de l'offre. Il faut inverser. D'ailleurs, c'est les propositions des travaux du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Il faut changer de logique. Il faut plus faire de la régulation à partir de l'offre professionnelle de santé, mais une régulation à partir des besoins, en multipliant là où c'est nécessaire les outils comme la télémédecine, la téléconsultation, qui permettent de rapprocher l'expertise médicale, de rapprocher les gens. Voilà quel est le point de vue qu'on défend. Une dernière question qui est peut-être pas une question simple, mais dans ces instances qui doivent intégrer davantage les usagers et les patients, est-ce que vous pensez que les usagers doivent y être intégrés comme représentants d'associations, par exemple représentants de la Fédération française des diabétiques ou de vos 80 associations locales? Ou bien est-ce que ces usagers-là doivent intervenir en leur nom propre? Je vous pose cette question parce que c'est une question qui se pose beaucoup dans le monde du handicap. Euh, même si vous n'êtes pas du tout spécialiste du handicap, hein, mais il y a cette question parce que les associations sont souvent des établissements donc médico-sociaux qui ont cette double casquette à la fois d'établissement et de représentants des usagers. Alors, il y a toujours cette question de savoir si finalement, quand on fait intervenir une association, elle intervient comme établissement, comme représentant des usagers. Et finalement, il y a cette question-là qui, pour moi, est une question que je me pose euh, très souvent. C'est dans les instances comme ça euh, qui doivent de démocratie en santé. Est-ce qu'on intervient comme représentant d'une association et en s'appuyant sur les 10 000, 100 000 et quelques adhérents ou plus, ou bien est-ce qu'on intervient en son nom propre comme un usager parmi d'autres en compagnie d'autres usagers? Alors, les questions que vous posez est effectivement difficiles. La première réponse qu'on peut apporter à cette question, c'est la nécessité de formation. Parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, être un représentant d'usagers si on ne connaît pas le fonctionnement du système de soins, si on ne connaît pas les besoins et de ce qui se passe dans les autres pathologies, dans les autres handicaps, etc., dans l'ensemble des données. Et donc, il faut
il faut mettre sur la table effectivement des budgets de formation importants pour que les représentants des usagers aient cette formation minimum pour comprendre le fonctionnement du système de soins, pour comprendre les impératifs. C'est pas inné, c'est très compliqué. Les systèmes de santé, les systèmes de soins, les systèmes de remboursement, les systèmes de prise en charge, le handicap, tout ça, c'est extrêmement compliqué et on n'a pas besoin d'avoir, on a besoin d'avoir des gens qui ont une certaine, non pas expertise, mais connaissance des enjeux. Ça, c'est très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous soulevez, c'est la dualité, enfin, pour nous, l'un des problèmes qu'il y a entre la notion de patient expert, professionnel, entre guillemets, et la notion de bénévole actif, qui n'est pas simplement une question de mots. On a vu fleurir des DU, des diplômes universitaires de patients experts. Et donc, on a l'impression d'un seul coup qu'il y a un corps d'individus, bonne volonté d'ailleurs, on ne critique pas du tout, qui rentrent dans le domaine, qui font un DU de 2 ans et qui d'un seul coup deviennent experts de l'ensemble des pathologies et qui peuvent devenir même des professionnels de l'expertise en santé, du côté usager, en étant, comme on le voit dans certains temps, devenus même salariés d'établissements hospitaliers, de CHU, etc., où ils sont rémunérés en tant que patients experts pour donner leur avis au nom de tout le monde. Ça, on n'en veut pas. On ne peut pas être expert de tout. Expert de tout, c'est un professionnel de santé. Voilà. Donc, un professionnel de santé malade, c'est très bien pour représenter, mais ce n'est pas l'objectif. Voilà. Donc, pour nous, les représentants des associations, pour le métier d'association, c'est-à-dire l'accompagnement des patients, ce sont des experts de la pathologie. Donc, on a de ce côté-là, c'est très clair, les représentants, ceux qui vont accompagner les patients diabétiques, doivent être des patients eux-mêmes diabétiques qui comprennent la maladie, qui les aident à s'autonomiser. Alors après, quand ils vont passer dans la deuxième fonction de représentant d'usagers, où ils élargissent leur mission là, eh ben, il faut qu'ils aient une formation. C'est très important. Et à ce moment-là, ils vont être mandatés par un collectif. Excusez-moi, je vais couper. Ils vont être mandatés, je suis désolé. Alors, je disais donc, il faut qu'ils soient mandatés par un collectif, parce qu'on ne va pas mettre un représentant d'experts par pathologie dans chacun des territoires, dans chacun des associations, et il faut qu'ils soient mandatés par un collectif et qui représentent ce collectif. Et tant ils ne sont pas là en tant qu'experts individuels, ils sont là en tant que partie prenante pour représenter un collectif qui est le collectif des usagers. C'est d'ailleurs un des gros problèmes que nous avons actuellement avec la Haute Autorité de Santé, qui refuse systématiquement de mettre dans ces groupes de travail des usagers, des représentants de la Fédération française diabétique, mais aussi d'autres, parce qu'on dit vous n'êtes pas des experts, vous êtes des parties prenantes. Et oui, on est des parties prenantes, mais on l'est par définition, partie prenante. Et là, il y a un problème, à mettre en place. Parce qu'on est partie prenante, on n'est plus expert. C'est une extension, si vous voulez, des conflits d'intérêts gérés avec l'industrie pharmaceutique, etc. Et du coup, à la Haute Autorité de Santé, ils veulent avoir des experts qui ne représentent qu'eux-mêmes pour donner leur avis en tant que monsieur Intel. Ah ben voilà, moi je pense que ce traitement n'est pas bien, je pense que ceci, en tant qu'expert, comme un expert scientifique. Non, c'est pas ça. Nous, on représente un collectif. Et donc, on va porter la parole du collectif. Et quand on s'exprime au niveau, par exemple, des instances d'expertise de la Haute Autorité de Santé, on ne s'exprime jamais entre nos professionnels. On essaye toujours d'avoir une expérience collective pour dire, ben voilà, on a fait une étude, on a le Diabète Lab à la Fédération française des diabétiques qui nous permet de faire des études de qualité de vie, d'appréciation, d'engagement, d'expérience patient, et on apporte cette étude en disant, ben voilà, point de vue de la communauté, voilà ce qu'on pense qui est bien sur ce médicament ou sur ce traitement, sur ces dispositifs. Et donc, dans ces représentations territoriales, ça doit être un collectif qui doit être visé. C'est un peu comme si vous disiez, dans le conseil municipal, finalement, il n'y a que des gens qui sont experts individuels qui représentent que leur point de vue. Non, ça doit représenter l'intérêt public. Et pour nous, c'est la même chose. C'est l'intérêt public
qui doit être représenté par des collectifs et non pas par des gens qui peuvent avoir des lubies sur tel ou tel sujet ou des ignorances sur tel ou tel autre et exprimer un avis d'autorité. Ce n'est pas un avis d'autorité qu'on leur demande, c'est un avis collectif. C'est notre point de vue, la fédération. Merci beaucoup. Donc, on va vous remercier, Jean-François Thébault, pour ces explications et ces éclairages passionnants sur cette question de la démocratie en santé à l'épreuve du coronavirus et sur la place des associations. Merci beaucoup. Et puis, pour les étudiants, on se donne rendez-vous sur le prochain module qui portera sur la communication scientifique. À très bientôt.